Pourquoi 9 experts de la survie sortiraient-ils pieds nus dans la neige par moins 30 degrés ? Ils ne fuyaient pas le froid, ils fuyaient quelque chose de pire. Ce que vous voyez, c'est la seule photo de leur tente, découverte le 26 février 1959 sur les pentes du Kolatsiarl, une montagne russe surnommée la montagne de la mort. À l'intérieur, leurs affaires, leur nourriture, tout est intact, mais la tente est lacérée de l'intérieur, comme si une force invisible les avait poussés à s'enfuir en pleine nuit dans le blizzard glacial de l'Oural. C'est le début de l'affaire du col Dyatlov, l'un des mystères les plus terrifiants et les plus débattus de l'histoire soviétique. 9 randonneurs expérimentés, jeunes et pleins de vie, partis pour une expédition qui devait être un exploit sportif. Ils ne sont jamais revenus. Leurs corps ont été retrouvés des semaines, voire des mois plus tard, dispersés dans la neige, dans des états qui défient toute logique. Aujourd'hui, nous allons ouvrir ce dossier classifié. Nous allons analyser les faits, rien que les faits tels qu'ils ont été rapportés par les enquêteurs de l'époque. On va plonger dans les rapports d'autopsie, décrypter les indices laissés sur place et reconstituer minute par minute cette nuit d'horreur. Oubliez tout ce que vous pensez savoir. Ce que nous allons découvrir ensemble dépasse l'entendement. Qui étaient ces 9 randonneurs ? Mené par Igor Dyatlov, 23 ans, le groupe était composé d'étudiants et de diplômés de l'Institut Polytechnique de l'Oural. C'étaient des sportifs aguerris, des alpinistes de catégorie 3, le plus haut niveau de certification soviétique pour ce genre d'expédition. Ils n'étaient pas des amateurs. Ils savaient lire la montagne, gérer le froid extrême et survivre dans des conditions hostiles. Leur voyage était méticuleusement planifié. Leurs journaux de bord, retrouvés dans la tente, décrivent une atmosphère joyeuse et une progression sans encombre jusqu'à la veille du drame. Le 1er février, ils installent leur campement sur le versant de la montagne. Une erreur selon certains, car le lieu est exposé au vent, mais était-ce vraiment une erreur ou un choix délibéré ? Leur dernière photo, prise ce soir-là, les montre en train de monter la tente, souriant. Rien ne laisse présager la panique qui allait s'emparer d'eux quelques heures plus tard. Quand les sauveteurs arrivent sur les lieux, 3 semaines après la date prévue de leur retour, le spectacle est déroutant. La tente, à moitié ensevelie sous la neige, est vide mais semble avoir été abandonnée précipitamment. Des traces de pas descendent de la tente vers une forêt située à plus d'1,5 km. Des traces de 8 ou 9 personnes, certaines pieds nus, d'autres en chaussettes ou avec une seule chaussure. Pourquoi abandonner la chaleur et la sécurité relative de leur abri pour s'enfoncer dans une nuit glaciale et mortelle ? Les 2 premiers corps, ceux de Yuri Krivonichenko et Yuri Doroshenko, sont retrouvés au pied d'un grand cèdre près des restes d'un feu de camp. Ils sont dévêtus jusqu'à leurs sous-vêtements. Leurs mains sont écorchées comme s'ils avaient tenté désespérément de grimper à l'arbre. Les branches de l'arbre jusqu'à 5 mètres de hauteur sont cassées. Cherchait-il un refuge ou observait-il quelque chose qui approchait depuis la tente ? 3 autres corps sont ensuite découverts entre le cèdre et la tente. Igor Dyatlov, Zinaïda Kolmogorova et Rustem Slobodin. Ils semblent être morts en tentant de retourner au campement. Leur position suggère une lutte acharnée contre le froid et l'épuisement. Slobodin a une fracture mineure du crâne, mais la cause officielle du décès pour ces 5 premières victimes est l'hypothermie. C'est tragique mais plausible. Cependant, le mystère ne fait que commencer. Il faudra attendre 2 mois, avec la fonte des neiges, pour que l'horreur atteigne son paroxysme. Les 4 derniers randonneurs sont retrouvés dans un ravin sous 4 mètres de neige. Et là, les conclusions des médecins légistes sont sans appel. Nicolas Thibault-Brignol a le crâne fracassé. Lyudmila Dubinina et Semyon Zolotaryov ont de multiples fractures aux côtes, des blessures décrites comme comparables à celles d'un accident de voiture à haute vitesse. Pourtant, leur corps ne présente aucune ecchymose externe. Comment est-ce possible ? Le plus étrange, c'est que Lyudmila Dubinina n'a plus de langue ni d'yeux. Les rapports initiaux mentionnent aussi l'absence des yeux de Semyon Zolotaryov. Certains vêtements portés par ces victimes présentent des niveaux de radiation anormaux, bien que non mortels, et puis il y a cette couleur de peau étrange, décrite comme
orange ou brun foncé sur plusieurs des victimes. L'enquête officielle soviétique a été bouclée en mai 1959, avec une conclusion vague et insatisfaisante. Les randonneurs sont morts à cause d'une force naturelle inconnue et insurmontable. Le dossier a ensuite été classifié pendant des décennies, alimentant les théories les plus folles. Alors, quelle est cette force inconnue ? Analysons les pistes. La première, celle de l'avalanche. C'est la théorie officielle réadoptée par la Russie en 2019. Une petite plaque de neige aurait pu glisser et recouvrir la tente, créant un sentiment de panique et forçant le groupe à sortir en urgence. Ça expliquerait la tente déchirée de l'intérieur et la fuite. Mais cette théorie a des failles. Pourquoi ne pas simplement déblayer la neige ? Pourquoi s'enfuir si loin, sans équipement ? Et surtout, comment expliquer les blessures internes massives sans aucun impact extérieur ? Une avalanche ne brise pas les côtes de cette manière sélective. Passons à une autre piste, une attaque, humaine, un meurtre par des locaux, le peuple Mansi. Ils ont été interrogés, mais aucune preuve n'a jamais été trouvée. De plus, ils considèrent cette montagne comme sacrée et l'évitent. Une attaque d'animaux ? Un ours ? Un loup ? Les blessures ne correspondent pas, et il n'y avait aucune trace animale autour du camp. Et si l'attaquant n'était pas visible ? C'est là que nous entrons dans des théories plus dérangeantes. La théorie des infrasons va vous glacer le sang. Les infrasons sont des sons de très basse fréquence, inaudibles pour l'oreille humaine, qui peuvent être générés par certains phénomènes naturels, comme le vent dans une configuration topographique particulière. On parle ici de l'effet de tourbillon de Kármán. Ces ondes peuvent provoquer un sentiment de panique intense, de terreur irraisonnée, des nausées et un inconfort physique extrême. Le groupe aurait-il été exposé à un tel phénomène, les poussant à une fuite psychotique et désordonnée ? Cette théorie expliquerait leur comportement erratique, la fuite de la tente, mais toujours pas les blessures traumatiques et la radiation. Parlons de cette radiation. Était-ce la conséquence d'un test militaire secret ? La région était connue pour ses activités militaires et nucléaires. Des témoins dans la région ont rapporté avoir vu des sphères oranges lumineuses dans le ciel la nuit du drame. Le groupe aurait-il été le témoin involontaire d'un tir de missile ou d'un test d'armes secrètes ? Une explosion en altitude aurait pu provoquer un souffle puissant, causant les blessures internes et expliquerait la radiation sur les vêtements. La couleur orange de la peau pourrait être liée à un carburant de fusée. Ça expliquerait aussi pourquoi les autorités soviétiques ont si vite classifié l'affaire. Protéger un secret d'État est un mobile puissant, mais même cette théorie n'explique pas tout. Pourquoi les blessures sont-elles si sélectives ? Pourquoi la langue de Lyudmila a-t-elle été arrachée ? Les enquêteurs ont suggéré une putréfaction naturelle dans l'eau du ravin, mais de nombreux experts contestent cette explication. Et pourquoi grimper à l'arbre si la menace venait du ciel ? La vérité est que chaque théorie, même la plus rationnelle, laisse des questions en suspens. L'avalanche n'explique pas les blessures. L'hypothèse militaire n'explique pas tous les détails de la scène. Les infrasons n'expliquent ni les blessures, ni la radiation. C'est un puzzle où aucune pièce ne semble s'emboîter parfaitement avec les autres. On se retrouve avec un groupe de survivants experts qui, confrontés à une menace, ont pris une série de décisions qui ont toutes mené à leur mort. 60 ans plus tard, le mystère du col Dyatlov reste entier. Une convergence tragique de plusieurs phénomènes, une avalanche, suivie d'une panique amplifiée par le froid et peut-être des infrasons menant à des chutes mortelles dans le ravin ? Ou sommes-nous face à quelque chose qui dépasse notre compréhension, cette force inconnue mentionnée dans le rapport, une force qui les a chassés de leur tente pour les faire courir vers une mort certaine dans la nuit glaciale de l'Oural ? Le silence de la montagne de la mort garde ses secrets. Quelle théorie vous semble la plus plausible ? Dites-le moi dans les commentaires. Et si ce genre d'enquête vous passionne, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines. Merci d'avoir regardé.